Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du journal et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 janvier. Coupe d'Afrique des Nations, les champions en titre éliminés. Les Fennecs d'Algérie ont été terrassés par les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes de finale. Et la police vient de mettre la main sur les présumés auteurs de l'agression des journalistes algériens dans la ville de Douala. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse. Voilà pour les titres. Terminé pour l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les champions en titre a perdu le choc face à la Côte d'Ivoire, comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poule il y a quelques minutes au stade Japoma à Douala. Les Fennecs se sont inclinés sur le score de 1-3. Les buts des éléphants portaient l'estampille entre autres de Franck Kessié, Nicolas Pépé. Ils terminent premier du groupe et se qualifient pour les huitièmes de finale. Nous tenterons de retrouver le reporter Aimé Catherine Moutouri et Yves Chamadeux avant la fin de ce journal. Les trois individus arrêtés en possession de puces des journalistes algériens agressés le 9 janvier ont été présentés ce jour à la presse. Après plusieurs jours d'enquête, des visages de la nuit exposés à la lumière du jour à la division de la police judiciaire du littoral. Samuel Bayha. L'agression de 3 journalistes algériens la nuit du 9 janvier à Douala avait créé un tollé. Les autorités de l'Algérie avaient durci le ton en posant une condition. Pour suivre de près l'évolution de cette question, notamment en ce qui concerne l'identification et l'arrestation des auteurs de ce forfait. La partie camerounaise, voyant dans cette déclaration le bruit des bottes, le gouverneur de la région du littoral d'un ton apaisé rassurait l'opinion publique au cours d'un point de presse le 13 janvier 2022. Nous allons tout faire pour que nous rattrapions les auteurs de ces choses. Des paroles aux actes. Moins d'une semaine après cette réaction, les éléments de la brigade anti-gangs de la police judiciaire du littoral ont interpellé 3 individus détenant 4 puces, des téléphones appartenant aux journalistes algériens. 4 signes de ces journalistes avaient été introduits dans des téléphones portables appartenant à 2 personnes. Les individus propriétaires de ces téléphones ont été interpellés et leur exploitation nous a menés vers un 3e suspect impliqué dans ce vol aggravé. Les 3 présumés coupables présentés à la presse, mais d'autres membres de ce réseau sont encore recherchés. Les 3 délinquants interpellés n'ont pas encore voulu révéler où se trouvent les téléphones portables importés. Aussi, les recherches se poursuivent-elles afin de retrouver non seulement les objets volés et mettre la main sur le reste du groupe. La diligence des enquêtes aura permis de taire la polémique colportée sur les réseaux sociaux. De sources policières, les étrangers n'ont rien à craindre en terre camerounaise. Au rang des mémoires du football, et il n'y a pas que des footballeurs, les dirigeants sportifs ont droit assurément à une place au panthéon de ceux qui ont écrit les lettres de noblesse et du sport roi. Parmi ces figures disparues, celle de Joseph Fofé, ministre de la Jeunesse et des Sports durant la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde en 1990 et les Cannes 88 et 90, réputé interventionniste sur les choix des techniciens. Son affabilité et quelques choix courageux ont néanmoins marqué les esprits. Reportage Rodrigue Tonguet, Constant Kamga et Michel Foucault. Hélène Fofé parcourt les pages d'histoire de son mari décédé en 2010. Les plus belles rappellent la CAN remportée en 1988 au Maroc et les quarts de finale de la Coupe du Monde, Italie 90. Un vrai motif de fierté pour la famille. Le fait qu'il a aimé le sport et que ça a bien marché, il a eu des victoires que le Cameroun n'avait pas eu avant lui. Et ça a été beaucoup de bonheur pour lui. Docteur Joseph Fofé, qu'on présente dans les salons feutrés comme un des dentistes de la famille présidentielle, ou en tout cas, en qui on voit une certaine proximité avec le chef de l'État,
depuis les années de bac au lycée Leclerc, avait le sport dans la peau. C'était déjà un important dirigeant de l'Aigle de Nkonsamba. À partir de là, il est propulsé à la tête de la FECABOC par le ministre Félix Tonien-Bok, une expérience qui lui a permis d'être de l'expédition des JO de 68 avec Joseph Bessala. Il a véritablement occupé le devant de la scène une fois devenu ministre de la Jeunesse et des Sports entre 86 et 90, ce qui s'était illustré par sa forte implication dans le choix de faire jouer Thomas Nkono plutôt que Joseph-Antoine Bell. Au Mondial 90, un acteur de la Coupe d'Afrique des Nations 90 se souvient de ces interférences gagnantes. Le ministre Foufet appelle les jeunes dans sa chambre. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Il dit, Excellence, si on est venu, c'est qu'on est prêt à jouer. Vous êtes prêts à jouer? Parce qu'on ne peut pas rentrer au Cameroun avec 0 point. Et Mabon dit, je vais marquer 2 buts. Je dis, attends. Et le ministre le regarde. Il dit, monsieur Mabon, je vous mets au terrain. Vous allez marquer 2 buts. Il dit, excellent, je vais marquer. Dans la composition de l'équipe, je crois le lendemain ou 2 jours après, je suis dans l'équipe type. Dans l'équipe type, Mabon dans l'équipe type. On gagne le match 2-0 et Mabon marque 2 buts. L'on avait vu l'ombre de Joseph Foufet derrière l'option Roger Mila en 90, malgré ses 38 ans, portant ainsi la prescription présidentielle. Simon Bila, ex-ministre, justifie ce type d'implication personnelle. Bon, je pense que Foufet voulait le succès du Cameroun, le succès de notre sport, en général, le succès de football. Donc, un ministre qui désintéresse serait un peu différent de Foufet. Mais lui, il était partie prenante. Après 1990, c'est la traversée du désert. Joseph Foufet est débarqué du gouvernement. Pendant environ 18 ans, il confessait lui-même regarder de son balcon ici, le palais, attendant un signe du chef. Le signe est arrivé en 2008, après plusieurs rumeurs l'annonçant à tel ou à tel strapontin, parfois matiné de sarcasme, qui le voyait au ministère de la Condition féminine. Mais le grand dirigeant sportif est ambassadeur en RCA. Il rejoint son poste quelques mois plus tard, avant de succomber à un cancer en 2010, après prise en charge aux frais de la princesse. L'évacuation, tout a été évacué à New York, à l'hôpital américain. Il a dit que, partout d'ailleurs, l'ambassadeur qui était venu, il lui a dit j'étais là. Le chef de l'État a tout en charge, absolument tout. Le fils de Balachi, Pam Bouda, né en 1932, frère aîné du général Samabo, avait déjà installé à Bangui un club de sport. Il n'y est plus retourné et n'y retournera plus jamais. Et la faveur de cette Coupe d'Afrique des Nations rentrera peut-être dans les mémoires. Elle se ressent sur l'ensemble du territoire national. C'est le cas de Bafoussam dans la région de l'Ouest, l'un des sites abritant la compétition. Lors de la rencontre Sénégal-Mali, on a enregistré une forte mobilisation des supporters. Suivons cet élément de Michel Foucault à Bafoussam. Tout commence par la mobilisation du fan club au point de départ. Le temps de poser avec la bienfaitrice, le cap est mis sur Kwekon au détour d'un tour de ville. Un stade qui aura fait le plein d'œufs à l'occasion de la rencontre Malawi-Sénégal, dont le soutien des Lions de la Teranga par Dr Fosso Faustine et son fan club aurait été déterminant pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Pendant 93 minutes, le fan club de l'honorable maître Dr Faustine Fosso a tenu en haleine le stade de Kwekon avec pour cheval de base le Sénégal, pays qu'elle connaît bien pour y avoir séjourné plusieurs fois. Je suis venu soutenir en premier Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu nous offrir cette belle CAN. J'ai été à tous les matchs du Cameroun à Olembe, mais en tant que républicaine panafricaine, je me suis dit que c'était bien de revenir de mon côté de l'Ouest natal
soutenir mon équipe de choix. Oui, les Lions du Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un pays que je connais. Je connais Dakar parce que j'ai travaillé avec les brasseries, la Soboa de Dakar. J'ai effectué des missions là-bas et c'est des gens accueillants. Vous voyez, notre CAN s'est enfin joué. Le fan club n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice. Comme vous pouvez le constater, tout ce beau monde que nous avons derrière nous sont tous fiers de ces t-shirts, ces maillots que l'honorable docteur Fosso Fossou a offert pour nous et des tickets aussi pour nous faire entrer dans ce stade. Donc, toute la région de l'Ouest, tous ces jeunes, lui remercie pour tout ce qu'elle a eu à faire pour nous. Passé le ferry de la qualification du Sénégal pour le second tour de la compétition, place à présent aux marraines pour le soutien de Taille au Lion. Oui, notamment du côté de Yaoundé, parce que monsieur l'ambassadeur de France a offert 500 tickets à l'association des Mariannes. Et il se trouve que je suis la marraine de l'association des Mariannes de l'ambassade de France. Nous allons donc nous mobiliser du côté de Yaoundé dans une semaine pour remplir les gradins. Ce sera un match des huitièmes de finale au stade Olembe à Yaoundé. Parlons de toute autre chose à présent. Identifier les projets de développement dans la sous-région Afrique centrale et la recherche des financements. Les représentants de la commission de la CEMAC et ceux de l'Union européenne sont en atelier pour évaluer le rapport de l'assistance technique commise à cet effet. C'est l'esprit de l'intégration sous-régionale qui est à l'œuvre. Monique Naossi-Fosso et Stéphane Binac. À travers les projets d'infrastructures tels que les transports, l'énergie et les TIC, la CEMAC veut interconnecter les pays de la sous-région. Ça demande un financement conséquent. En 2015, l'Union européenne et l'Afrique centrale, représentées par la CEEAC et la CEMAC, signaient à Bruxelles une convention de financement pour un montant de 330 millions d'euros, dont 125 pour le volet des infrastructures régionales. C'est insuffisant. Cette convention préconise une approche coopérative de financement appelée blending, un mixage de dons et de prêts. L'Union européenne ne peut pas tout financer, donc il y aura toujours un gap. Il faut trouver les financements privés. Donc je crois que ce sera cette approche qui est tout à fait blending, qui permet d'approcher les investissements publics et les investissements privés. Donc c'est une approche novatrice qui est nouvelle dans notre sous-région et à laquelle nous adhérons. Pour obtenir un meilleur impact des fonds alloués, une mission d'assistance technique du consortium Covier-Ecoris a été commise auprès des commissions de la CEMAC et de la CEEAC pour identifier les projets d'infrastructures régionales dans les secteurs des TIC, transport et énergie et trouver des opportunités de financement en mode blending. La principale condition est de trouver une institution financière qui soit intéressée à financer et collaborer avec la subvention de l'Union européenne pour mobiliser ces prêts. Donc ça signifie que les États membres devraient avoir l'espace fiscal pour pouvoir accéder à des financements qui seront à des taux concessionnels, mais toujours devront être remboursés. Cet atelier de Douala a pour objectif de partager les résultats de la mission d'assistance avec l'ensemble des bénéficiaires du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. Le Forum African Business Week se poursuit du côté du Musée national de Yaoundé. En vitrine de cette foire, des œuvres d'art en exposition, vente des produits faits à base de produits locaux, à la découverte de quelques curiosités avec Delphine Fonkotene et Lung Vando. Sous la canicule de midi ce 20 janvier au Musée national, les glaces artisanales de baobab et d'oseille, ou folleré, communément appelées, ajoutées au tamarin, se dégustent à petit prix. Bon, le tamarin a son rôle-là. Ça nettoie également le ventre. C'est aussi maigrissant. C'est aussi maigrissant. Et notre glace n'est pas trop grande. À un pas, le stand de la banane plantain. Ces produits en exposition sont des dérivés du bananier plantain, du vin en l'occurrence. Nous avons le vin rouge, nous avons le rosé, nous avons le blanc qui est actuellement fini. Nous avons aussi le jus de plantain qui est fini. Nous avons des beignets faits à base de farine de plantain. Nous avons des gaufrets faits à base de farine de plantain. Ça, ce sont toujours les chips de plantain avec un emballage plantain.
Anastasie représente la plateforme Scops Abdou ici au Forum African Business Week. Elle est venue de l'extrême nord Cameroun avec une variété d'huiles végétales, des extraits de produits locaux. Nous avons l'huile de Nîmes, c'est un antibiotique, c'est un antifongicide. Nous avons l'huile de balanine qui traite l'hémorroïde, l'insuffisance sexuelle, l'épilepsie, le myome, on écrase là et on met dedans. Et puis la postade. Nous avons l'huile de Tébessia qui traite les maladies transmissibles sexuellement. Cette foire donne également à découvrir des senteurs, des essences bantou pour le corps, la maison et les voitures, du bio. Fait à base des épices camerounaises comme le poivre blanc, le clou de girofle, la citronnelle, le bois de santal, le jasmin, les pommes d'amour, la mandarine. Des curiosités au cœur de cette première édition d'African Business Week, des cadeaux, mais surtout des souvenirs, à s'offrir jusqu'au 30 janvier prochain, ici au Musée national. Parlons à présent de la convention cadre Minader Minepia et l'université de Ngaoundéré déjà opérationnelle. En effet, ces entités ont signé le 25 juin 2021 un mémorandum d'entente à l'effet de capaciter les agents de l'État et les responsables des structures de l'État spécialisées en agriculture et l'élevage dans le domaine pointu de l'ingénierie et de formation en développement rural, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées, notamment à l'adéquation formation et pratique dans la mise en œuvre des projets dans vos campagnes. Enjeux et objectifs avec Erin Guélé. C'est un programme financé par l'Agence française de développement via le programme du ministère de l'Agriculture, PCP-AFOP. Les bénéficiaires de la formation sont d'abord les responsables du ministère de l'Agriculture ainsi que les formateurs des écoles spécialisées d'agriculture et ceux du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Pendant 3 ans, l'Université de Ngaoundéré, à travers la Faculté des sciences de l'éducation, va former ses formateurs des formateurs en ingénierie de formation en développement rural. Un programme qui se décline en master professionnel pour mieux adresser les difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. On a eu à observer des situations qui n'allaient pas dans un sens favorable en lien avec la formation dans le domaine agricole. Comme vous le savez, il existe de nombreuses écoles de formation en milieu agricole. On a eu à constater que les enseignants n'étaient pas suffisamment outillés. Et les enseignants n'avaient pas de visibilité par rapport à leurs objectifs à atteindre pour favoriser justement le développement des compétences de leurs apprenants. Ça a donc amené les autorités du Minader et du Minepia à réfléchir. La convention cadre entre le Minader, le Minepia et l'Université de Ngaoundéré a été signée le 25 juin 2021. Mais les pourparlers datent de 2012. Ils sont donc venus des 4 coins du pays dans l'objectif de renforcer leurs capacités sur le plan de l'ingénierie politique, l'ingénierie des dispositifs de formation et l'ingénierie pédagogique et didactique. L'ingénierie de formation, c'est d'abord une démarche. C'est une démarche qui consiste à lire l'environnement dans lequel on évolue, à détecter des situations qui posent des problèmes, à élaborer un dispositif de formation pour réguler et ensuite à faire le suivi et évaluation. La convention dure 3 ans et le système de formation va alterner des cours en présentiel et à distance. Une journée de célébration pour magnifier les relations entre le Cameroun et le Mali. Plusieurs activités culturelles ont réuni les autorités camerounaises et maliennes en communion. Se rappelle tour à tour des rapports d'amitié et de fraternité. Écoutons ces extraits au micro de Henri Tina. On a voulu cette journée, c'est pour magnifier les relations historiques et séculaires entre le Cameroun et le Mali. Aussi faire un rapprochement sur le plan sportif. Depuis, le Mali a joué ici en 1972, les aînés l'ont rappelé. Le Cameroun a gagné des trophées au Mali. Le Mali est de retour en 2022 au Cameroun. Et le Mali, c'est ça chez lui. Et on s'inscrit dans la parfaite ligne de la canne sucrée. Et nous, les anciens, nous avons commencé cette canne sucrée depuis les années 72 avec Yaoundé. Ensuite, cette canne sucrée est passée en 2002 au Mali avec le sacre du Cameroun, où le Mali tout entier a supporté l'équipe des Indomptables. Le Cameroun et le Mali entretiennent des relations particulièrement fructueuses. Donc, nous nous sommes sentis dans l'obligation d'honorer ce rendez-vous. Et vous avez entendu les allocutions des uns et des autres.
Nous devons favoriser ces échanges entre les populations africaines. Et restons dans la ferveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous le disais, il y a à l'entame de ce journal, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Fennec sur le score de 3-1 et se sont qualifiés pour les 8e de finale. Et du côté de Limbé, c'est la formation de la Guinée équatoriale qui affrontait la Sierra Leone et les Équato-Guinéens se sont imposés sur le score de 1-0 et se qualifient également pour le prochain tour, c'est-à-dire les 8e de finale. Les Guinéens, qui vous le savez, lors de la 2e journée, se sont imposés face aux champions d'Afrique, les Fennecs, sur le score de 1-0. Nous essayons de retrouver notre correspondante à Limbé, Inès Daniel Ondouambala, pour savoir un peu comment la compétition, la rencontre s'est disputée de ce côté-là. C'est juste un test. Oui, je sais, c'est le test. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade omnisport de Nguémé à Limbé. Ouais. Quelques petits soucis, on espère avoir Inès Daniel Ondouambala avant la fin de cette édition et on vous propose d'abord, avant de la retrouver, Valérie Fofo, le champion du monde MMA catégorie poids lourd qui est au Cameroun. Après son sacre en octobre dernier, il est venu présenter ses lauréats à sa famille nucléaire et à ses compatriotes. Un énième Camerounais qui trône dans cette discipline sur le toit du monde. Monique Naossi Fosso et Thierry Nana nous présentent le portrait dans ce reportage. Voici le Camerounais, nouveau champion du monde MMA, catégorie poids lourd des plus de 95 kg et vice-champion du monde grappling. Valérie Fofou, fils Balin et qui passe son enfance à Vogada à Yaoundé, est le king de cette catégorie depuis le 23 octobre lors du championnat mondial à Rome en Italie. Une nouvelle victoire qui a fait rehausser le vert ou jaune à l'international. Le Camerounais, j'aime le Cameroun, ce Camerounais de sang. Je suis fier de le dire et j'aime combattre pour mon pays et pour ma patrie. C'est un plaisir de savoir que j'ai gagné, j'ai dominé tout le monde pour devenir le meilleur. C'est à l'âge de 3 ans qu'il fait corps avec les arts martiaux. D'abord le judo, ensuite le karaté, le MMA, Mixed Martial Art. Et enfin, ceinture noire, 6e dan, au jiu-jitsu traditionnel et brésilien. Avant de se déporter en Espagne en 1997 où il remporte plusieurs prix, le Camerounais Valérie Fofou est auréolé de plusieurs titres locaux et représente le Cameroun à l'échelle continentale. Médaillé de bronze en 2018 et d'or en 2020 en France, puis d'Europe et actuellement champion du monde, il doit ses dizaines de victoires à la discipline et à une hygiène de vie. Je dois travailler plus que mes adversaires et me donner le meilleur plus que pour toujours les vaincre. La première des choses, avoir un mental d'enfer. Et le reste, voilà, ça se suit. Bien qu'étant au Cameroun pour des vacances, il ne cesse de s'entraîner. Nous le retrouvons aux aurores dans les rues de Douala. On ne dort pas sur ses lauriers. Je me lève toujours très tôt le matin, vers 3h34, je cours d'abord pour m'échauffer, après je reviens, je fais les étirements. Je fais entre 15-20 km. Oui, tous les jours, presque tous les jours. Et après, je fais les étirements, physique, travail physique, abdos, tout ça. Pour finir, je passe à la phase technique. Bien que plus ou moins connue du public camerounais, Valérie Fofou leur dédie sa ceinture, sa médaille et son trophée. Tous les Camerounais. À mon parrain, le général Elokobi, il me soutient beaucoup. Au roi Balin, le roi de chez moi. Oui. Et plus particulièrement au chef de l'État. Et c'est avec le fighting spirit d'un lion indomptable qu'il encourage son compatriote Francis Ngannou, champion du monde MMA, super poids lourd. Camerounais, voilà, nous sommes les meilleurs. C'est ça. D'ailleurs, il combat dans quelques jours. Je sais qu'il va gagner. Voilà, du courage, Francis. Il faudrait que tu nous remportes ça. J'ai confiance, tu l'as déjà gagné.
Âgée de 37 ans, Valérie Fofou en a consacré 33 aux arts martiaux. Il était également licencié à l'École internationale des arts martiaux du yoga, MMA, basée à Amiens. Et c'est ici que se referme ce journal. Je vous laisse à la découverte une fois de plus du purificateur d'air, le nouvel allié de santé des Camerounais, un appareil nécessaire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Avec la montée du Covid et de tous ses variants, les purificateurs d'air prennent de plus en plus de l'ampleur et s'imposent comme un partenaire incontournable de la santé au quotidien. De plus en plus des voix se lèvent, en l'occurrence les députés européens comme de véritables avocats des purificateurs d'air. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs, ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 92% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Une étude financée par la région Rhône-Alpes sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Une étude financée à hauteur de 180 000 € vient d'aboutir et assure une très bonne efficacité de ces appareils. Écoutons le président de ladite région, Laurent Wauquiez. Elle nous dit que les purificateurs d'air, ça marche. Elle nous dit qu'à 99,9%, ça permet de supprimer la présence du Covid dans un espace donné. Elle nous dit aussi qu'une fois que le virus est piégé à l'intérieur de l'appareil de filtration d'air, eh bien, il ne ressort pas et au bout de 48 heures, il dépérit. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24, ont éliminé la quasi-totalité du virus. Alors, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus et donc qui peuvent contaminer ceux qui les respirent, notamment dans la contamination du Covid-19. Et donc, il est indispensable de se munir d'un purificateur d'air afin de pouvoir filtrer cet air et rejeter un air pur pour que, justement, vous ne soyez pas contaminé par diverses bactéries et vous ne tombiez pas malade. Puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, la question ne se pose plus qu'il faille ou non se procurer un purificateur d'air. La réponse est évidente. La santé n'a pas de prix.